Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Bonjour. Laurent Wauquiez, patron des députés LR, a annoncé hier aux 20h de TF1 avoir obtenu du gouvernement qu'il renonce au gel des retraites, ce qui était prévu dans le budget initial du gouvernement. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation, une sorte de bouclier anti-inflation, pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat pour, on va dire, les retraites modestes de notre pays. Information confirmée ce matin par Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget. Vous leur dites merci. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais la victoire n'est pas encore totale, puisque la moitié des retraités vont voir leur pension baisser, et pour l'autre moitié, c'est seulement en juillet que le montant de leur pension soit rétabli. Donc la conclusion, c'est que la mobilisation paye et qu'il faut continuer. Il y a une pétition qui a été lancée par toutes les organisations de retraités qui appelle à l'action le 3 décembre prochain. Il faut être nombreux et nombreuses pour avoir une revalorisation complète de la pension des retraités. C'est une mesure de justice évidente. Je l'ai dit, c'est ce qui est... Vous conservez votre mot d'ordre pour le 3 décembre? Ah oui, tout à fait. Encore plus, ça confirme, ça conforte le mot d'ordre, puisqu'on voit que la mobilisation paye, bien il faut aller jusqu'au bout et faire en sorte qu'aucun retraité ne soit lésé. Vous savez, le but de cette mesure initiale du gel de la revalorisation des retraites, c'est il faut faire des économies dans ce contexte économique. En contrepartie donc de cet effort qui est prévu en janvier et en juillet, des économies sur ce qu'on appelle la bureaucratie administrative, c'est le mot utilisé par Laurent Wauquiez, c'est-à-dire la suppression d'agences comme le Haut Commissariat au Plan. Vous dites, allons-y. Écoutez, aujourd'hui, on a du mal à savoir à quoi sert le Haut Commissariat au Plan, alors qu'il y en aurait désespérément besoin au vu de la situation de l'industrie et des enjeux de planification environnementale. Présidé par François Bayrou, on le rappelle. C'est ça. Donc, on se demande à quoi sert ce Haut Commissariat au Plan. Par contre, on a besoin d'une planification industrielle et environnementale. Sophie Binet, dans l'autre actu ce matin, c'est l'éducation nationale. Ça bouge, la ministre Anne Genetet revient sur les groupes de niveau que voulait Gabriel Attal en 4e et 3e. Elle les maintient en 6e, 5e. Le brevet, lui, va devenir obligatoire pour entrer au lycée à partir de la session 2027, soit après la présidentielle. Ce n'était pas une priorité, ces groupes de niveau. Elle a raison. Oui, clairement, l'ensemble des organisations syndicales dénoncent ces groupes de niveau en disant que c'est contradictoire avec le principe du collège unique qui permet un mélange, une hétérogénéité des classes qui est très important pour ne pas stigmatiser les élèves et les faire progresser. Cette mesure est très critiquée. D'ailleurs, elle se met en place de façon extrêmement aléatoire dans les établissements. Et puis, ça nécessite beaucoup de postes qui, aujourd'hui, ne sont pas au rendez-vous puisque pour 2025, le gouvernement annonce 4000 suppressions de postes d'enseignants. Et donc, dans le même temps, il nous dit qu'il va étendre la mise en œuvre de cette réforme. Nous demandons avec qui, avec quel poste? Extension mesurée pour laquelle il faudrait à peu près 1 millier de postes, dit la ministre. En 4e et en 3e, ce ne sera pas le même volume d'heures qu'en 6e et 5e, ce sera 1 heure par semaine seulement. Donc, c'est une extension limitée. Est-ce que ça, au moins, vous en satisfaisez? On sent que c'est limité d'un point de vue budgétaire parce que le généraliser tout en supprimant 4000 postes, c'était impossible. Mais là, ce que nous notons, c'est que déjà, ça va coûter 1000 postes alors qu'on en supprime 4000. Donc, il y aurait eu d'autres priorités. Et puis après, ce qui est étonnant dans ces annonces, c'est que ça se fait en dehors de toute concertation avec les organisations syndicales d'enseignants et d'enseignantes et les associations de parents d'élèves. Eh bien, pas sur ces annonces qui sont découvertes par la communauté éducative dans la presse. C'est quand même problématique. Et on voit une ministre qui s'inscrit dans les pas directs de Gabriel Attal, alors que le précédent gouvernement a été sanctionné quand même durement dans les urnes. Et là, on ressort des cadavres des poubelles avec ces réformes zombies qu'on essaye de remettre en place, alors que normalement, elles devraient être abandonnées. Comme Auchan, Michelin, d'autres grandes entreprises, Sophie Binet, françaises, risquent d'annoncer dans les prochaines semaines, les prochains mois, des fermetures, des plans de licenciement. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Oui, la CGT alerte depuis des mois. En mai, nous avions publié une liste des 130 plans de licenciement en cours en France dans l'indifférence générale. Quand j'ai rencontré le Premier ministre avant son discours de politique générale, je lui ai remis notre liste qui était montée déjà à l'époque à 180 plans de licenciement. Maintenant, on est à quasiment 200. Et donc, oui, c'est une grave saignée industrielle qui est en cours. Il faut prendre des mesures d'urgence. La CGT exige un moratoire sur les licenciements. Alors, le moratoire sur
sur les licenciements, justement. On comprend pas bien comment vous voulez faire parce que déjà, est-ce qu'il doit se cantonner à certains secteurs? Je pense à l'automobile, par exemple, où là, il va y avoir beaucoup de suppression d'emplois, ou alors c'est vraiment tous les licenciements. Comment vous voulez procéder? Déjà, on essaie de comprendre. Eh bien, un moratoire sur les licenciements, on sait faire, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid, globalement, avec l'activité partielle qui a permis de Ah, c'est le mettre chômage sous partiel. cloche, oui, mettre sous cloche On n'a et pas empêcher interdit des aux licenciements. entreprises de licencier. Eh ben, sauf que de fait, quand on avait le chômage partiel, on ne pouvait pas licencier. Et c'est ce que l'Allemagne a fait en 2008-2009. Elle a de fait généralisé l'activité partielle. Elle n'a pas fait de licenciement. Avec et donc un l'industrie allemande s'en est ressortie confortée par rapport à l'industrie française qui a vécu une violente saignée en 2008-2009. Non, de pas l'ordre du de tout. 1000 milliards d'euros pour la période Covid. Oui, sauf que là, on n'est pas du tout sur l'ampleur de la période Covid, où la période Covid, c'était l'ensemble de l'économie qui est sous cloche. Là, ce que nous demandons seulement, c'est pour les entreprises qui sont en difficulté, d'avoir du temps supplémentaire pour que les équipes syndicales, pour que les pouvoirs publics puissent travailler des projets pour maintenir l'activité sur le territoire, transformer l'entreprise s'il le faut, trouver des repreneurs et pouvoir maintenir Donc vous l'activité demandez de industrielle. l'argent public à verser aux entreprises, en fait. Avec des conditions fortes, notamment la condition qu'il n'y ait pas de licenciement et la condition de chercher des repreneurs. Pourquoi est-ce que c'est indispensable de faire ça? Parce que si on laisse faire ces licenciements, notre industrie ne s'en relèvera pas. Aujourd'hui, l'industrie française, c'est déjà une des dernières au plan européen. On est le pays dans lequel l'industrie est la plus faible au niveau européen. Si on laisse faire cette saignée-là, ça servira plus à rien de nous raconter qu'on va relocaliser l'industrie et réindustrialiser Mais là encore, le pays. vous connaissez le contexte économique, Sophie Binet. On parle de centaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés. Ça va coûter combien aux finances publiques, ça? Des licenciements, ça coûte cher. De faire des perfusions économiques aux entreprises. Les licenciements, ça coûte très cher à la puissance publique parce que derrière, c'est des personnes qui basculent sur les minima sociaux. C'est des dépenses très importantes pour les collectivités. C'est aussi des dépenses de dépollution des sites. Par exemple, à ExxonMobil, dans le 76 en Seine-Maritime, donc une raffinerie, la CGT a construit un projet alternatif qui coûte moins cher que le plan de licenciement et le plan de dépollution de l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne veut examiner ce plan alternatif puisque Exxon préfère fermer son site plutôt que d'avoir un repreneur qui risquerait de lui faire concurrence. Voilà le problème aujourd'hui. Alors, on a besoin que les pouvoirs mais il y en a publics d'autres jouent leur Sophie rôle. Binet, où les syndicats, eux aussi, ont leur mot à dire. Et, Un exemple dans donner- l'Oise. Un exemple dans l'Oise, la direction de Saverglass à Feuquières dans l'Oise, c'est une verrerie de luxe, propose une baisse de salaire de 7%, baisse repoussée par les syndicats, dont la CGT. Il vaut mieux risquer de fermer une entreprise que baisser les salaires, même si ça permettrait de sauvegarder l'activité. En fait, c'est le problème de la situation actuelle, c'est que au vu de ces licenciements, c'est tout le monde qui est affecté, puisque dans les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de licenciement, il y a un chantage à l'emploi qui est en train de se généraliser avec des augmentations de salaire qu'on refuse ou des accords de performance collective, comme c'est le cas à Saverglass, qu'on essaye d'imposer. Le problème des accords de performance collective, et c'est pour ça que la CGT l'a refusé, c'est qu'il n'y a pas besoin de justifier l'effectivité de difficultés économiques, il n'y a pas besoin d'avoir une clause de meilleure fortune et il n'y a pas besoin d'avoir de clause miroir, c'est-à-dire la moindre des choses, ça serait de dire on gèle ou on baisse les salaires et on baisse les dividendes. Mais en l'occurrence, ça n'est pas obligatoire. Donc le problème est là, le chantage à l'emploi, ça suffit, c'est notre travail qui crée les richesses, notre travail doit être rémunéré, les pouvoirs publics doivent agir pour empêcher cette saignée industrielle et ces licenciements qui tirent tout le monde vers le bas. Mais vous entendez quand même ce que disent les patrons, notamment dans l'industrie. Ils disent on ne fait pas assez contre la concurrence. Il faut être beaucoup plus protectionniste. On le voit avec la Chine dans l'industrie automobile. Et la crainte maintenant, suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est davantage de protectionnisme des Américains. Est-ce que nous, il faut qu'on joue notre carte aussi, être protectionniste contre les protectionnistes? Oui, la CGT demande depuis des années à relocaliser notre industrie, à avoir une vraie stratégie industrielle française et européenne pour imposer des normes sociales et environnementales aux frontières. Ça, c'est l'évidence. Mais aujourd'hui, les patrons sont responsables à 100% de ce qui se passe, puisque la situation de l'industrie, elle est liée aux fautes stratégiques patronales qui ont été juste sur la commises. question de la stratégie industrielle, Oui. finalement, si on vous écoute bien, vous êtes à peu près en phase avec la ligne Donald Trump pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'il faudrait transposer en France
ce que Donald Trump propose dans son pays, sur le plan industriel, j'entends. Non, ce que nous pensons, c'est qu'il faut relocaliser notre industrie et sortir de la spécialisation productive mondiale qui fait que les marchandises que nous utilisons font 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans un magasin en face de nous. Ça n'a aucun sens environnemental et social et ça tire les droits des travailleuses et des travailleurs vers le bas. Donc il faut avoir des circuits courts et une industrie relocalisée. Voilà ce que nous disons. Un mot quand même sur l'argent public, puisqu'on l'a évoqué, vous demandez plus d'argent public pour les entreprises et avec des conditions. Si on prend l'exemple de Michelin et de Auchan, Michel Barnier a indiqué qu'il allait demander des comptes à ces entreprises qui ont perçu de l'argent public. Ça, c'est une bonne chose. Vous dites, allez-y, c'est bien. Oui, c'est la moindre des choses. Maintenant, il faut qu'il y ait des actes qui suivent, puisque Michelin, je le rappelle, c'est entre 2 et 3 milliards de bénéfices chaque année, plus d'1 milliard distribués aux actionnaires. Et dans le même temps, on fait un plan de licenciement extrêmement violent alors qu'il touche des aides publiques. Aujourd'hui, la responsabilité de ces licenciements, c'est la responsabilité des grands groupes qui ont fait des fautes stratégiques majeures. Cette faute stratégique, c'est la politique des marges. C'est que ces dernières années, leur objectif, ça a été de préserver leurs marges pour augmenter leurs profits, augmenter leurs dividendes. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine du verre, Verallia, donc une grande entreprise qui produit du verre, notamment des bouteilles en verre, elle a augmenté jusqu'à 20% le prix de vente de ces bouteilles en verre. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les producteurs de vin se tournent maintenant vers la Pologne pour aller embouteiller leur vin en Pologne et ensuite le réimporter en France pour le vendre aux consommateurs. La CGT a alerté sur cette politique de prix dangereuse dont bénéficient uniquement les actionnaires, puisque Verallia, c'est aussi une augmentation des dividendes versés aux actionnaires. Et ça, cet exemple, vous pouvez le dupliquer. Michelin, pourquoi est-ce que Cholet est en difficulté? Parce que les pneus sont trop chers. La CGT le dit depuis des années. Pourquoi est-ce que dans l'automobile, la concurrence l'automobile chinoise en face? Oui, non, c'est pas vrai. En fait, on n'a pas les moyens de les concurrencer. Oui, Michelin, la concurrence, c'est Michelin qui l'organise lui-même, puisqu'il a dupliqué tous ses sites de production au niveau international. Chaque usine a son doublon ou son triplon dans un autre pays du monde, et Michelin met en concurrence ses propres sites. Donc la concurrence, c'est pas une concurrence extérieure, c'est une concurrence interne à Michelin. Et Michelin restructure avant d'avoir des difficultés économiques pour pouvoir préserver ses marges et préserver les dividendes pour ses actionnaires. C'est scandaleux. Ça veut dire que ces groupes industriels doivent rembourser les aides publiques qu'ils ont perçues? Ah oui, ça serait logique et ça serait la moindre des choses. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que l'État joue son rôle, puisque le scandale, c'est que Emmanuel Macron laisse la bride sur le cou aux multinationales qui font la pluie et le beau temps dans notre pays, alors que leur seul objectif, c'est de prendre un maximum d'aides, de piller les brevets, les savoir-faire, d'essorer nos entreprises et puis de partir une fois qu'elles l'ont fait. Sophie Binet est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On laisse passer le fil info 8h45. Marine 7. L'heure des explications a sonné pour l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarak, convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères après l'incident diplomatique jeudi dernier à Jérusalem. Le ministre Jean-Noël Barrot avait renoncé à une visite d'un site de pèlerinage géré par la France après avoir constaté la présence de policiers israéliens armés. 2 gendarmes français avaient également été brièvement arrêtés. Plusieurs nouveautés pour les collèges et les lycées annoncées ce matin. Les groupes de niveau reconduits en 6e et 5e. Pas d'extension du dispositif en entier pour les 4e et les 3e. Le brevet obligatoire pour passer en seconde est repoussé à la rentrée 2027. Cette mesure du gouvernement va dans le bon sens pour éviter que des élèves aillent vers l'échec, réagit ce matin la Fédération des parents d'élèves, la PEP. Confusion autour de la perspective d'un cessez-le-feu au Liban après le ministre israélien des Affaires étrangères qui fait part hier de progrès dans les négociations. Contradiction aujourd'hui de celui de la Défense qui exclut une pause jusqu'à la capitulation, dit-il, du Hezbollah. Et puis retour d'une figure du football sur un banc français. Le Stade Rennais officialise l'arrivée de l'Argentin Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Lui et 3 de ses adjoints s'engagent jusqu'en 2026. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et avec Sophie Binet, la patronne de la CGT, on parlait juste avant de la situation de l'industrie qui touche directement, j'allais dire, l'un de vos collègues, François Omril, le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui est lui aussi touché par un licenciement économique. C'est inédit qu'un responsable syndical soit lui-même touché. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui ?
Oui, tout à fait. On s'est battus ensemble pour sauver cette usine, mais malheureusement, il y a beaucoup de licenciements de délégués syndicaux. Le délégué syndical de la CGT est également licencié. Cette situation, elle atteste que derrière les chiffres, en fait, il y a des vies. Moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'il n'y a pas pire violence sociale que le chômage. Le chômage, c'est une catastrophe pour les familles, c'est des vies brisées. Ça veut dire qu'on n'a plus d'utilité pour la suite. Et ce qui me choque énormément, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui nous explique qu'il faut laisser faire les licenciements, accompagner les salariés, sous-entendu ne pas remettre en cause les licenciements. Et c'est ce même gouvernement, et notamment ce même ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui a plaidé pour un durcissement de l'assurance chômage et qui a expliqué que les chômeurs profitaient bien de leurs droits et qu'il y avait des profiteurs chez les chômeurs. On ne choisit jamais d'être au chômage. Il y a aujourd'hui 6 millions de personnes qui sont au chômage. C'est un scandale. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons une négociation en cours sur l'assurance chômage dans laquelle le patronat veut encore une fois tirer les droits des chômeurs vers le bas, notamment des seniors qui sont les premiers à être dans les plans de licenciement. Justement, on en est où? Parce que vous deviez vous mettre d'accord, vous négociez en ce moment avec le patronat dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage sur l'emploi des seniors. Ça avait pas marché lors de la première négociation, ce qui a fait que le gouvernement en place, le précédent, avait proposé cette réforme qui resserrait la vis pour les demandeurs d'emploi. Là, vous en êtes où? Il va y avoir un accord ou pas? Écoutez, je l'espère. Il y a une séance conclusive jeudi. Ce que nous voulons, c'est avoir un vrai droit à retraite progressive pour les seniors activables 4 ans avant l'âge de départ en retraite, avec un droit opposable. Et aujourd'hui, le patronat refuse ce droit opposable. Ça veut dire quoi, un droit opposable? Ça veut dire qu'il faut que le salarié puisse dire « je souhaite avoir ma retraite progressive » et que le patron ne puisse pas le refuser, comme c'est le cas aujourd'hui. En fait, la retraite progressive, ça existe, mais c'est très peu utilisé parce que les patrons peuvent le refuser. Donc, pour changer la donne, il faut que ça soit un droit opposable. Et puis, il faut aussi l'obligation pour l'entreprise de neutraliser la perte de revenus et donc de garantir une cotisation temps plein et de neutraliser la décote et la proratisation qui affectent le niveau de revenu pendant la retraite progressive. Voilà ce que nous demandons. Le patronat dit non. Pour le moment, il refuse de bouger. Ça devient problématique qu'on soit obligé de concentrer tous les enjeux dans la dernière séance de négociation. Quand même, ça fait 1 mois qu'on négocie. Là, il faut que ça avance, il faut que ça débouche, surtout au vu du contexte de l'emploi et des licenciements en France. Aujourd'hui, pour les seniors, c'est la triple peine. C'est la réforme des retraites, un recul probable, je l'espère pas d'ailleurs, sur l'assurance chômage avec une baisse des droits au chômage pour les seniors. Et s'il n'y a pas de mesure de retraite progressive, là c'est la catastrophe pour les seniors. Hier 11 novembre, le débat a tourné autour de la possibilité de supprimer un jour férié pour que les Français travaillent davantage, comme pour la Pentecôte. Jour férié mais pas chômé. C'est une bonne idée selon Jean-François Copé, maire LR de Meaux. Écoutez. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Bon, donc en réalité, les commémorations c'est une chose, le jour férié c'en est un autre. Que nous conservions pour des moments symboliques, le 14 juillet, tout ça je peux l'entendre, mais en réalité... Il me semble que le jour férié, c'est une manière de faire des économies dans un pays qui a besoin de dépenser beaucoup pour préserver notre modèle social. Il faut effectivement travailler plus. Votre position, votre réaction, Sophie Binet? Il y en a assez du travailler plus pour gagner moins, parce que là, ce qu'on nous demanderait, c'est de travailler une journée gratuitement. Et puis, par ailleurs, je suis très choquée d'entendre ces mots d'un responsable politique. Le 11 novembre, il ne vient pas de nulle part. Il vient pour rendre hommage aux millions de soldats qui sont morts dans ce conflit le plus sanglant, un des conflits les plus sanglants du XXe siècle. C'est un moment très important pour la paix. Et aujourd'hui, alors que les conflits meurtriers se multiplient sur la planète, c'est très important de garder cette journée du 11 novembre pour continuer à faire entendre il dit qu'il y a d'autres moyens de commémorer. Oui, sauf que quand on supprime le jour férié, déjà qu'on parle de moins en moins du 11 novembre, parce que les derniers survivants sont morts, si en plus on supprime le jour férié, ça sera fini. Et on voit bien qu'on a un monde qui s'emballe dans la spirale guerrière. C'est très inquiétant. Et donc c'est important de garder ces moments forts pour relancer le débat, le combat pour la paix. Le débat relancé sur il faut travailler plus, ceux qui le disent, notamment donc Jean-François Copé et puis certains membres du gouvernement, s'appuie sur des statistiques, Sophie Binet, ceux de l'OCDE. On travaille moins en France que la moyenne européenne, 664 heures travaillées par habitant contre une moyenne européenne de 770 heures. Selon les données de l'OCDE, la durée hebdomadaire d'un salarié
à temps complet est aussi plus courte dans l'Hexagone qu'ailleurs, quand on Oui, veut c'est parce maintenir... qu'on ne prend pas en compte les salariés à temps partiel. Si on prend en compte les salariés à temps partiel, le temps de travail en France est à peu près à la moyenne des Là, pays. c'était le temps complet. Vous voyez Voilà. bien la différence. Et oui, mais je vois bien la différence parce qu'en fait, le temps partiel, c'est des personnes qui sont, en général, qui souhaiteraient travailler à temps complet. En Allemagne, il y a 30% des salariés qui sont, enfin, beaucoup plus, qui sont à temps partiel, notamment les femmes qui sont enfermées dans des salaires de misère. Et donc, c'est ça qui fait la situation en Allemagne. En France, heureusement, il y a un peu moins de salariés à temps partiel. Et donc, au lieu de demander aux salariés à temps plein de travailler plus, ce qu'il faut, c'est permettre aux 6 millions de chômeurs et aux personnes qui sont sur des emplois à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes, de travailler plus pour avoir un vrai salaire pour pouvoir vivre. Voilà l'enjeu. Sophie Binet, le budget va arriver demain au Sénat après le vote attendu aujourd'hui à l'Assemblée. Également aujourd'hui une réunion intersyndicale pour parler justement de la réaction à ce budget. Grève contre l'austérité prévue dans la fonction publique, grève illimitée pour sauver le fret à la SNCF, grève contre l'alourdissement de la taxe sur les billets d'avion dans les aéroports. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à un hiver très dur sur le plan social. Ça veut dire que les salariés s'organisent pour défendre leurs droits. C'est la volonté de la CGT. On voit que ça paye comme pour les retraités. Et donc, il faut continuer parce qu'il n'est pas question que ça soit nous qui payions cette dette pour laquelle nous ne sommes pour rien. Les 1000 milliards de dettes créées sous le septennat d'Emmanuel Macron l'ont été par sa politique de l'offre, sa politique en faveur des plus riches et des plus grandes entreprises. Ces grèves dans les C'est eux qui transports doivent payer. seront ponctuelles. La grève dans les transports, elle commence de façon ponctuelle le 21 novembre. Et si les cheminots et les cheminotes ne sont pas entendus, ils ont déjà annoncé qu'ils remettraient le couvert le 11 décembre. Et puis après, ils rediscuteront chaque jour ensemble. Et c'est eux qui en décideront, pas moi d'ailleurs, des suites en fonction de si ils et elles sont entendus. Il y en a assez qu'on piétine les droits des salariés en permanence. Voilà ce que ça veut dire, ces mobilisations qui sont à l'ordre du jour. Sur les fonctionnaires, le gouvernement propose toujours d'aligner le régime d'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires sur celui des salariés du privé. Rappel, aujourd'hui, c'est 1 jour de carence pour les fonctionnaires, 3 pour le privé. Est-ce que c'est juste ? C'est déjà injuste parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont déjà moins bien traités que les salariés du privé, étant donné que dans le privé, pour une majorité des salariés du privé, ces jours de carence sont compensés par des accords de branche ou d'entreprise que nous avons réussi à gagner. Alors que dans le public, le jour de carence, c'est 70%, donc tout. ça c'est inégal. Ouais. Eh ben oui, sauf que dans le public, c'est 100% des fonctionnaires qui ont 1 jour de carence. Et là, avec le projet du gouvernement, ça serait 100% des fonctionnaires qui auraient 3 jours de carence et donc qui seraient nettement moins bien traités que dans le privé, sachant que les salaires sont beaucoup plus faibles dans la fonction publique que dans le privé. Mais là encore, ça part de chiffres. Les arrêts maladie dans le public sont plus importants que dans le privé. 14,5 jours d'absence en moyenne par an contre 11,6. Là encore, comment vous l'expliquez ? Justement, en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir parler des causes de cette augmentation des arrêts maladie qui explose notamment dans la fonction publique hospitalière. Et nous, à la CGT, ça ne nous étonne absolument pas parce que dans la fonction publique hospitalière, les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler plutôt que de stigmatiser les fonctionnaires en faisant comme si ils et elles étaient des fainéants. Non, ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, travailler dans la fonction publique, c'est plus dur dans beaucoup d'endroits que de travailler dans le privé. On va dire que les Français qui nous écoutent comprennent le secteur particulier de la santé. Mais il y a des exemples. Alors là, il va vous sembler un peu caricatural, mais il existe dans la fonction publique territoriale. C'est l'exemple de la mairie de Paris. Vous le connaissez. En moyenne, les agents étaient absents 40 jours en 2023, l'année dernière. Ça a coûté 250 millions d'euros à la municipalité. Cet argent-là, il aurait pu être utilisé écoutez, que la mairie de Paris mette en place une politique RH pour faire reculer ces arrêts. Mais on ne va pas, au prétexte des arrêts dans la mairie de Paris, pénaliser les 5 millions de fonctionnaires. Il faut arrêter de se moquer du monde. Non, mais l'idée, c'est est-ce qu'il y a des abus ? C'est ça, en fait, qu'on vous demande. Comme partout, peut-être que ponctuellement, il y a des abus, mais marginalement, moi, si vous connaissez des médecins qui prescrivent des arrêts de complaisance, il faut me les présenter. Il n'y en a pas. Quand on a un arrêt maladie, c'est qu'on est malade, point barre. Et donc, il faut régler les endroits où il y a une augmentation des arrêts maladie. C'est des signaux d'alerte d'un point de vue managérial. Au lieu de pénaliser les salariés qui sont en arrêt, il faut s'interroger sur pourquoi ils sont en arrêt. Et là, au lieu de traiter le malade, on casse le thermomètre. C'est grave. Sophie Binet, dans quelques jours, le 25 novembre, c'est le début des élections professionnelles pour les TPE, les très petites entreprises, les employés à domicile aussi. Et pour la première fois, l'Union syndicale des Gilets jaunes sera représentée. Décision de justice contre l'avis notamment de la CGT. Vous craignez, vous, cette irruption dans la vie syndicale de ce nouveau venu ? Écoutez, en fait, la grosse question, c'est
quelle est cette organisation? Elle se proclame, elle se dit Union syndicale des Gilets jaunes, sauf qu'elle n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, puisque elle est issue d'un ancien collectif qui s'appelait le SCID, qui est lui-même issu d'une scission avec la CFDT, donc qui existait bien longtemps avant les Gilets jaunes. Donc, ils ont vu qu'il y avait un créneau, ils se sont emparés de cette étiquette de façon frauduleuse, parce que leur leader n'était pas impliqué dans la mobilisation des Gilets jaunes. Mais la justice leur a donné raison. La justice ne s'est pas positionnée là-dessus. La justice s'est positionnée sur est-ce qu'au vu des critères de représentativité, ils ont droit de se représenter. Il y a encore des recours qui sont à l'examen aujourd'hui auprès de la Cour de cassation, et donc nous verrons dans les prochains jours. Et vous vous opposerez à ce qu'ils soient présents dans les autres, dans les élections, dans les autres branches professionnelles, si ça se présentait ? Aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est de faire campagne pour ces élections dans les petites entreprises dont personne ne parle. C'est 5 millions de salariés qui sont appelés à voter, c'est 20% du salariat. On ne parle jamais des salariés dans les entreprises de moins de 11, alors que nous avons réalisé une enquête, la CGT, la semaine dernière, qui montre que ces salariés sont beaucoup moins bien payés que les salariés dans les grandes entreprises, qu'ils et elles travaillent plus le soir, le week-end et le dimanche. Et donc, c'est pour ça que nous faisons campagne pour ces élections. C'est pour gagner des droits pour les salariés des petites entreprises qui sont aujourd'hui discriminés, notamment en termes de salaire et de garantie collective. Nous voulons par exemple gagner dans toutes les branches des 13e mois de salaire pour améliorer leur situation, parce qu'ils et elles n'ont pas d'accord dans leur entreprise, ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont pas de CSE, et donc ils ont beaucoup moins de droits à l'action collective et à la représentation collective. Sophie Binet était l'invitée de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia et Renaud Dely les informer dans quelques minutes.